Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le pari du statu quo en Moselle. Malgré les demandes des élus, le gouvernement ne fermera pas les écoles de façon anticipée. Nous verrons pourquoi la situation sanitaire ne justifie pas de reconfinement local. 2 semaines de solde en plus, cela change-t-il quelque chose pour les commerçants? Vous verrez que cette prolongation bénéficie surtout aux grandes enseignes pénalisées par la fermeture des centres commerciaux. Notre enquête également sur l'influence des animalistes. Ces dernières années, on ne compte plus les vidéos chocs ou les actions coup de poing. Sont-elles utiles? Sont-elles toutes constructives? La réponse tout à l'heure. Dans ce journal, nous suivrons aussi les chasseurs de météorites. Ces fragments d'astéroïdes s'abîment parfois sur la Terre et ils sont des mines d'informations sur notre système solaire. Et puis à la veille de la Saint-Valentin, coup de projecteur ce soir sur la fleur star des bouquets. Les renoncules, autrefois peu considérés, sont aujourd'hui parfois devenus plus chers que les roses. La décision est donc tombée à la mi-journée. Les écoles de Moselle ne fermeront pas de façon anticipée une semaine avant les vacances. Hier, Olivier Véran avait aussi exclu un reconfinement local. Les élus le demandaient, vous le savez, après une augmentation de la détection des cas de variants sud-africains. Ils sont ce soir étonnés, voire en colère face à ce statu quo. Alors tentons de comprendre pourquoi les autorités sanitaires n'ont pas jugé la situation suffisamment inquiétante. Michael Guilleux et Guillaume Gruber. Après de nombreuses discussions, le préfet de Moselle a fini par trancher. Malgré la présence importante des variants sud-africains et brésiliens, pas de confinement local trop compliqué à organiser, ni de fermeture anticipée des écoles, testées en nombre cette semaine. Nous avons eu très peu de cas positifs. Il y a eu 14 cas positifs sur plus de 5000 tests. C'est dire que le virus est apparemment très peu présent chez les enfants et que cette fermeture généralisée présenterait plus d'inconvénients que d'avantages. Les contaminations étant stables ces 2 dernières semaines, les mesures actuelles sont jugées suffisantes. Seules adaptations, toute personne positive doit s'isoler 10 jours au lieu de 7. 2000 vaccins supplémentaires ont également été attribués au département. Une gestion et une communication qui étonnent les Messins. Nous, on avait déjà prévu avec la venue d'Olivier Véran, on avait déjà vu, nous, pour une solution de repli, si l'école était fermée. Mais de nous dire qu'on est dans une situation problématique et de les laisser ouvertes, ça nous laisse un peu dubitatifs. Le maire de Metz, partisan d'un confinement local, regrette de ne pas avoir été écouté. Il faut prendre des décisions qui correspondent au contexte local, aux problèmes tels qu'ils se posent, en tenant compte de la réalité humaine et sanitaire. Et ça doit être fait de façon décentralisée, déconcentrée. Le couple maire-préfet pourrait le faire. Quand tout est décidé par le sommet de l'État, eh bien, ça dysfonctionne. Une gestion qui confirme que le confinement est désormais considéré par le gouvernement comme une solution de dernier recours. Et seule annonce hier, le plan de vaccination sera renforcé en Moselle. Au niveau national, la barre des 2 millions de personnes ayant reçu au moins la première dose a été franchie cette semaine. Mais on est encore très loin d'une vaccination générale achevée d'ici la fin de l'été. Alors face à la lenteur de la production, laboratoires et gouvernements tentent par tous les moyens d'accélérer le calendrier, comme nous l'expliquent Mathieu Perrault et Vincent Abelaneda. Pour tenter d'accélérer les campagnes de vaccination en cours, le laboratoire américain Moderna annonce avoir trouvé une solution. Il veut remplir plus ses petits flacons. Il pourrait alors permettre de vacciner 15 personnes au lieu de 10 aujourd'hui. En réalité, il y avait une importante quantité d'air entre le haut du niveau du liquide et puis le bord du flacon. Et on peut sans problème, dans le même flacon, mettre 15 doses très confortablement. Si cette modification est validée par les autorités, elle permettra une simplification logistique, puisqu'un même camion pourra transporter 50% de doses en plus. De quoi accélérer la vitesse de vaccination, d'autant qu'en parallèle, les autorités sanitaires françaises recommandent de ne faire qu'une seule injection au lieu de 2 pour les personnes qui auraient déjà eu la maladie. Cela représente potentiellement plus de 3 millions de Français et donc autant de doses économisées. Ça paraît exactement logique. Il y a une course-poursuite qu'on n'a peut-être pas assez de vaccins et qu'il faut gagner effectivement en nombre, si vous voulez, de faire une seule injection qui va être une sorte de rappel puisqu'ils ont déjà des anticorps et une mémoire immunitaire. Et on va gagner du temps et on va surtout multiplier le nombre de vaccinés. Il est toujours conseillé aux personnes qui ont déjà eu le Covid d'attendre 3 mois au moins avant de se faire vacciner. Le gouvernement doit maintenant valider la recommandation qu'une seule dose suffit pour eux. Mais il y a tout intérêt, s'il veut respecter son calendrier et vacciner tous les adultes qui le souhaitent d'ici la fin de l'été.
Et en attendant l'arrivée massive des vaccins, les scientifiques s'étonnent toujours de constater une légère baisse de la courbe des contaminations. À ce titre, certains, vous le savez, demandent la réouverture des lieux de culture déjà en place chez nos voisins. Car malgré le fait que nous ne nous sommes pas reconfinés, nous sommes loin d'être parmi les pays les plus souples d'Europe. Mathieu Poissonnet. Vous avez le droit de vous faire couper les cheveux, mais pas de déjeuner dans votre brasserie préférée, ni de transpirer à la salle de sport. Et ailleurs, en Europe. En rouge, voici les pays toujours confinés. Ces derniers jours, ils ont tendance à quelque peu assouplir leurs interdictions. C'est d'ailleurs la une des chaînes d'information polonaises. Ici, depuis hier, les stations de ski, les cinémas, les théâtres et les piscines rouvrent leurs portes. Même si, officiellement, le pays est toujours confiné. Nous sommes très satisfaits et heureux. C'est dommage que peu de gens soient venus. Ils viendront peut-être cet après-midi, je ne sais pas. Voici les pays qui ouvrent leur commerce non essentiel. Parmi eux, l'Italie va encore plus loin. Les galeries marchandes sont toutes ouvertes et même la célèbre cathédrale de Milan accueille de nouveau les touristes. Selon moi, c'est fondamental. Les gens ont besoin de venir. Moi, je l'avais vu en vidéo, mais c'est pas la même chose. En Italie, comme dans 6 autres pays d'Europe, ils peuvent même aller au restaurant. En Espagne, malgré la température, les terrasses sont prises d'assaut. Les plus fêtards peuvent même profiter des discothèques, attention, jusqu'à 22h seulement. Ça fait du bien de voir un peu plus loin que juste son propre appartement ou ses études. Là, on a vraiment l'impression de revivre, de partager des moments. Dans ce petit tour européen, les grands perdants sont bien les Allemands. Confinés, sans école ni coiffeur, il leur reste beaucoup d'imagination. Voici le carnaval de Cologne à distance, chacun dans sa voiture. Et dans ce débat sans fin sur la bonne stratégie à adopter, un pays a longtemps fait figure d'exemple. La Suède n'a jamais confiné ni instauré de couvre-feu, comptant sur la responsabilité de ses habitants et sur le principe d'immunité collective. Les Suédois, aujourd'hui, vous allez le voir, rattrapés comme les autres par le virus. Reportage à Stockholm d'Axel Cariou et Jean-Yves May. Regardez. Notre avion vient d'atterrir à l'aéroport de Stockholm. À la sortie, interdit de le filmer, mais un test PCR nous est demandé. Une nouveauté dans ce pays jusqu'ici très attaché à la liberté totale de circuler. Dans le métro qui nous conduit au centre-ville, quelque chose d'autre a changé. Des masques sont apparus sur une bonne moitié des visages. Il y a quelques semaines, personne n'en portait. Les autorités nous ont toujours dit que ce n'était pas nécessaire. Maintenant, elles ne disent pas que c'est obligatoire, mais c'est une recommandation. Et vous la suivez? Oui, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Oui, j'ai un masque, mais dans ma poche. Le gouvernement devrait être beaucoup plus ferme. J'aimerais que les gens soient contraints de rester chez eux et qu'ils ferment totalement les écoles, par exemple. Car la Suède est l'un des États où le virus circule le plus au monde. À la télévision, le roi Carl Gustaf est sorti de sa réserve, reconnaissant l'échec de son pays. En urgence, la loi vient d'être durcie. Dans les transports, policiers et contrôleurs peuvent verbaliser ceux qui ne respectent pas la distanciation. Les cinémas et théâtres ont baissé le rideau. Certaines écoles accueillent les élèves par demi-groupe. Les rassemblements privés sont restreints à 8 personnes. Alors, est-ce la fin de l'exception suédoise? Anders Tegnell, l'épidémiologiste qui conseille le gouvernement depuis le début de la crise, se défend. L'exception suédoise n'a jamais existé, donc c'est la fin de rien du tout. Ici, la population se confine d'elle-même. C'est aussi efficace que dans les pays où c'est imposé par la loi. Si vous regardez nos courbes, elles sont souvent plus basses et plus plates que dans d'autres pays. Affirmation contestable. Les ambulances ne cessent d'affluer vers les hôpitaux. Le pays compte près de 12 400 morts du Covid. Rapporté à la population, c'est un peu plus qu'en France, sur un vaste territoire où la distanciation est beaucoup plus simple à respecter. Pour l'instant,
Les services de réanimation tiennent le choc. Ça, c'est l'une de nos toutes dernières unités Covid. Et pour l'instant, elle est encore vide. En moyenne, à travers le pays, 70% des lits sont occupés, mais ce médecin redoute la submersion. Aujourd'hui, c'est le calme avant la tempête. On n'a pas encore eu de troisième vague. On craint de vivre la même chose que le sud de l'Europe. Comme vous en France, avec le variant anglais. C'est sûr, on va être touché. C'est une simple question de temps. Face à cette menace, de plus en plus de médecins reprochent au pouvoir sa lenteur. La loi ne permet toujours pas de fermer les commerces, qu'il s'agisse de grands centres commerciaux ou de salles de sport privées. La vie sociale continue presque comme avant. Les restaurants et les bars sont toujours ouverts avec, vous le voyez, beaucoup de monde. Alors il y a quand même des restrictions. Il ne faut pas être plus de 4 personnes à la même table et l'alcool n'est plus servi après 20h. Dans ce pub, les gestes barrières sont tout relatifs et le mot liberté revient sur toutes les lèvres. Les gens vont déprimer s'ils restent chez eux à ne rien faire. Il faut pouvoir sortir, voir des amis, faire des choses ensemble. Il faut maintenir les restrictions au plus bas. Sinon, les gens ne s'en sortent pas financièrement. Ils perdent leur boulot. La Suède jouerait-elle son avenir sur un coup de dé? Entre défenseurs de la liberté et partisans d'une plus grande fermeté, la société n'a jamais été autant divisée. Pour calmer les esprits, les autorités affirment qu'elles auront vacciné toute la population d'ici fin juin, soit 2 mois avant la France. Mais pas sûr qu'elles y parviennent, car comme partout en Europe, les doses arrivent au compte-gouttes. Actuellement, moins de 3% des Suédois ont été vaccinés. Et puis chez nous, et c'est une conséquence économique de l'épidémie, les soldes vont être prolongés de 2 semaines. Ils devaient se terminer mardi prochain, ce sera finalement le 2 mars, pour le plus grand bonheur des commerçants. Charles Divot et Julien Clouzot. Jamais la boutique de Catherine n'a été aussi remplie de vêtements 3 semaines après le début des soldes. Pulls, chemises, pantalons, c'est simple, il n'y a plus de place sur les étagères. On a beaucoup de stock. On a encore de la marchandise à vendre. On va essayer d'en mettre le moins possible dans les cartons. Les ventes privées puis les soldes n'ont pas sauvé son chiffre d'affaires, en baisse de 30% sur un an. En cause, les confinements, mais aussi le couvre-feu à 18h qui limite le nombre de ventes. D'ailleurs, le premier bilan de ces soldes à l'échelle nationale n'est pas vraiment satisfaisant. Une baisse de chiffre d'affaires par rapport aux soldes de l'année dernière, de l'ordre d'une vingtaine de pourcents, et une baisse de fréquentation encore plus importante des magasins de l'ordre de moins 35%. Voilà pourquoi le gouvernement a rallongé de 2 semaines la période des soldes. Elle devait se terminer le 16 février, elles dureront jusqu'au 2 mars, soit au total 6 semaines de remise. Une mesure qui nécessite tout de même une certaine organisation. La plupart de nos magasins de centres commerciaux sont aujourd'hui fermés et il faut que forcément nous, les magasins de centre-ville, on puisse aussi écouler leur stock. Donc c'est une très bonne chose que l'on puisse aussi prolonger jusqu'au 2 mars. Compenser la fermeture des boutiques situées dans des centres commerciaux, c'est aussi la priorité de ce directeur d'une marque de prêt-à-porter pour profiter de ces 15 jours supplémentaires au maximum. Du fait qu'il va avoir, c'est un peu ce report encore de 15 jours, nous avons décidé, de transférer à peu près 200 000 pièces de nos 23 magasins qui sont actuellement fermés, car ils sont dans des centres commerciaux de plus de 20 000 m². Encore faut-il qu'il y ait des clients, mais à croire le nombre de passants dans cette rue commerçante, certains ont toujours envie de faire du shopping. En Italie, la pandémie a aussi eu raison du dernier gouvernement et face à l'ampleur de la crise, le pays s'est donc cherché un homme providentiel. Mario Draghi, ancien chef de la Banque centrale européenne, a, vous le voyez, prêté serment aujourd'hui et il a réussi ces derniers jours à fédérer une sorte d'union nationale. Ses ministres appartiennent à l'extrême droite de Matteo Salvini, mais aussi à la gauche radicale, en passant par le parti conservateur de Silvio Berlusconi, comme si en France, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon participaient à un même gouvernement. Aux États-Unis, Donald Trump sera-t-il jugé coupable d'incitation à l'insurrection? Le 2e procès en destitution de l'ancien président touche à sa fin. Le verdict est attendu dans les heures qui viennent. Mais malgré les images extrêmement choquantes de l'invasion du Capitole, les républicains ont prévu, sauf surprise, de voter pour un acquittement. Marie Chantret.
Au pupitre, ils sont des dizaines à s'être présentés pour témoigner. Mais aucune trace du principal intéressé. Donald Trump a refusé de témoigner à son procès en destitution. Invisible depuis 3 semaines après avoir quitté la Maison-Blanche pour rejoindre sa résidence en Floride. Depuis mardi dernier, les débats se tiennent ici dans l'enceinte même du Capitole, là où le 6 janvier dernier, un assaut a été donné par ses partisans. Pour l'accusation, Donald Trump On va marcher sur le Capitole. A attisé la hargne de ses supporters avec ses déclarations. Il les a invités avec des instructions claires sur l'heure et le lieu, avec des ordres précis. Des vidéos inédites ont aussi été dévoilées. Ici, le vice-président Mike Pence, deuxième personnage du pays, est évacué avec sa famille. Là, le sénateur Mitt Romney, pressé de faire demi-tour par un policier. Dans les couloirs, les assistants parlementaires courent et s'enferment dans les bureaux. Des documents issus des caméras de surveillance qui montrent aussi ces premiers insurgés qui pénètrent dans le Capitole, casque, matraque à la main. Ils ouvrent les portes pour les suivants. Une incitation à l'insurrection balayée par les avocats de l'ancien président des États-Unis qui dénoncent un acte de vengeance politique. Déclarer que le président a souhaité ou encouragé ces comportements répréhensibles, violents, est un mensonge absurde et monstrueux. Pour le déclarer coupable, avec une égalité parfaite au Sénat, il faudrait qu'au moins 17 voix républicaines s'ajoutent aux 50 voix démocrates pour atteindre la majorité qualifiée. Très peu probable en l'état, selon les observateurs. Donald Trump a toutes les chances d'être acquitté comme lors de son premier procès en destitution, il y a 1 an. Revenons maintenant en France où l'Assemblée nationale, elle, a voté en première lecture le projet de loi sur le séparatisme, officiellement appelé « Loi pour le respect des principes de la République ». Et comme toujours sur ces questions, les débats ont été passionnés, sujet sensible, qui n'a pas manqué d'agiter les réseaux sociaux. Bonsoir Samira. Bonsoir Anne-Claire. Alors une publication qui a beaucoup circulé parle d'une amende de 1 500 € pour les femmes portant le voile en public, un faux ou un fox. Est-ce que la loi prévoit vraiment une telle mesure ? L'indignation de ce tweet, regardez, 1 500 € si tu portes ton voile en public contre 135 € si tu ne mets pas ton masque. Cette publication, elle est partagée 19 000 fois en moins de 24 heures, plus de 43 000 j'aime avant d'être supprimée. Et à l'origine de cet emballement, on trouve un article. Cet article, il est publié par une association qui se dit féministe et il comporte plusieurs erreurs. L'auteur annonce des restrictions pour les femmes voilées. Si la loi est adoptée dans son entièreté, écrit-on, il est accompagné d'un visuel qui affirme que le port du voile pourrait être interdit à l'intérieur des espaces publics comme les mairies, les salles de sport ou à l'école pour les parents d'élèves. Et on retrouve les fameux 1 500 € d'amende. On a donc épluché ce texte de loi. Le gouvernement ne s'en cache pas, on le sait, il veut lutter contre l'islam radical, mais le mot voile n'apparaît nulle part. Et pour cause, les textes de loi ne peuvent pas cibler une religion plutôt qu'une autre. C'est dans l'article 1er de la Constitution. La République française ne fait pas de distinction d'origine, de race ou de religion. Deuxième erreur, Anne-Claire, le site féministe ne s'appuie pas sur le projet de loi, mais sur des amendements, et ça n'a rien à voir. Le projet de loi correspond au texte du gouvernement, mais ce sont les députés qui ont déposé ces amendements, 2726 au total. Certains évoquent effectivement le voile, notamment ceux de la droite et de l'extrême droite. Ils ont tous été rejetés, y compris celui qui concerne les 1 500 € d'amende. Donc cette rumeur est totalement fausse. Merci beaucoup Samira pour cette démonstration. En tout cas, on reconnaît une démocratie au fait de pouvoir faire du lobbying. Et parmi les causes qui ont mobilisé leurs militants ces dernières années, il y a le mouvement animaliste. On ne compte plus les vidéos chocs et les actions destinées à dénoncer les atteintes au bien-être animal. Mais ont-elles été utiles ces actions? Vous allez voir que certaines sont plus constructives que d'autres. Pendant plusieurs mois, Axel Monnier, Xavier Boucher et Alexandre Gaudin ont suivi 2 associations qui n'ont pas choisi le même mode d'action. Regardez. Chacune avec ses méthodes. Ces 2 associations animalistes dénoncent l'élevage comme cause de la pandémie qui touche le monde. L214 et sa manifestation silencieuse. Boucherie Abolition et cette protestation devant un restaurant de viande. Chaque ferme fabrique virus et bactéries.
Le but, c'est d'être extrêmement clair sur l'origine des pandémies, des épidémies en général. Toutes les épidémies sont issues de la domestication. Si on veut prévenir de futures pandémies, il y a un risque qui est clairement identifié par les scientifiques aujourd'hui, qui est l'élevage intensif. Nous avons suivi les combats de ces deux associations qui prônent, dans deux registres bien différents, la fin de l'élevage. L214 d'abord. 45 000 adhérents. Une notoriété croissante depuis sa création en 2008, grâce à ses enquêtes en caméra cachée. Comme celle-ci, l'une des dernières, tournée par un lanceur d'alerte dans l'abattoir d'un grand volailler français. Quand on les soulève, on entend les pattes se briser, on entend les poulets qui crient. Ou cette autre campagne. Selon l'association, un géant de la livraison de pizza utilise des poulets venus majoritairement du Brésil et d'élevages intensifs. Rien d'illégal, mais un problème moral pour les activistes. Le plus souvent, c'est 22 poulets au mètre carré qui sont sélectionnés génétiquement pour grossir très rapidement, pour faire du muscle le plus rapidement possible, au détriment de leur santé, parce qu'en fait, les pattes ne peuvent pas retenir le poids du corps. Sur les réseaux sociaux et devant les restaurants de l'enseigne, L214 n'hésite pas à le faire savoir. C'était avant la crise sanitaire. Pour que s'engage contre l'élevage intensif. Sensibilisation des passants. J'ai signé une pétition ici sur le site. Et des clients sur l'origine de la viande. Oui, ça va me pousser malheureusement à boycotter les marques qui s'occupent de faire... qui ont des méthodes d'élevage comme ça, quoi. Pour certaines personnes comme moi qui sont étudiants, c'est rapide, c'est pas cher, voilà. Et en même temps, il y a tout ce côté écologique et défense des animaux qui est hyper important, quoi. Devant le siège de l'entreprise. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'accueil? Bonjour, c'est en communication avec vous. Ni dialogue avec les militants. Filmez pas, par contre. Voilà, allez vous faire. Ni interview pour nous. Nous, on privilégie le dialogue. C'est pas des appels au boycott. Là, on pense pas que la responsabilité, elle est dans la main des consommateurs et des consommatrices. Quand ils viennent, ils n'ont pas forcément l'information et ils n'ont pas non plus le choix. Ce qu'on pense, c'est que c'est la responsabilité de cette grande entreprise qui réussit très bien. Un an après, toujours pas d'interview. Mais la chaîne de pizzeria répond à nos questions par courriel. Elle dénonce les attaques harcelantes et injustifiables de L214. Elle dit ne pas avoir à rougir de sa viande venue du Brésil et qui respecte les réglementations. Enfin, la société confirme s'être engagée auprès d'une autre association pour de meilleures conditions d'élevage et d'abattage à horizon 2026. Alors les actions répétées de L214 ont-elles fini par faire effet? En tout cas, avec ces images chocs, ces appels aux consommateurs, la stigmatisation de marques jugées mauvaises élèves, les militants ont remporté plusieurs batailles. Fermeture d'abattoirs ou fin des œufs de poules élevés en cage en 2025. Aujourd'hui, on a en France à peu près 80 entreprises qui se sont engagées sur le sujet des poulets de chair, donc sur l'engagement qui s'appelle le European Chicken Commitment, qui est une demande minimale, qui vise à éradiquer les pires pratiques pour vraiment remplacer les méthodes d'élevage intensive actuelles. Plus étonnant, l'association porte même secours à des éleveurs. Nous avons accompagné le cofondateur de L214 sur l'exploitation de Francis Guillotot. Dans la volaille depuis 36 ans, il veut passer à une agriculture raisonnée et une densité de poulets 2 fois moins forte. Les normes européennes, ça représente la surface d'une feuille A4. Ça c'est un poulet sur une feuille? Un poulet sur une feuille. Et je voulais partir sur une feuille A3 par poulet. Mais le grand groupe agroalimentaire qui lui achète sa viande refuse et exige même de lourds investissements pour produire toujours plus. Bras de fer depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, donc, des bâtiments vides. Et lui n'a plus de revenus. L'association L214, c'est que je pars sur le même objectif, c'est le bien-être animal. On est exploitant et puis c'est quand même à nous d'être responsables de ce qu'on produit. L'agro-industrie a réussi à installer un système où les éleveurs sont pieds et mains liés. C'est-à-dire qu'ils ont tellement d'investissements, ils ont tellement d'emprunts à rembourser à la banque qu'aujourd'hui, il faut qu'ils restent dans le système et qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de rembourser les emprunts et que s'ils veulent faire un autre modèle d'élevage, en fait, ils n'ont pas cette marge de manœuvre-là. Neutralisons les proxénètes de la viande. Aider un éleveur, inimaginable pour Boucherie Abolition. Ces militants désignent les fermes comme des camps d'extermination, les animaux comme des esclaves.
Un vocabulaire extrême justifié selon eux par l'urgence de la situation. Un collectif créé en 2016. Vous n'avez rien à foutre devant ma boutique, là, d'accord? Alors barrez-vous avec votre bordel. Des méthodes radicales, des actions spectaculaires. Et parmi leurs cibles, les boucheries. Pas devant ma boutique, d'accord? Alors vous vous dégagez, c'est pas merdier, là. D'autres associations antispécistes brisent les vitrines ou les asperges de faux sang. Boucherie Abolition préfère l'image choc. Ou ces opérations commando au sein des élevages. Ouvrons les portes des wagons de déportation. S'introduire illégalement sur les exploitations pour libérer les animaux. Plusieurs membres ont été condamnés à de la prison avec sursis pour cela. Nous allons être beaucoup à être en prison tout simplement parce que nous libérons des victimes. Vous êtes bien d'accord que si vous enfermez un chat ou un chien dans un placard ou une cave, il souffre de l'emprisonnement. Et bien c'est pareil pour les vaches, les truies, les lapines, les canards. 94% des mammifères terrestres vivent en situation carcérale, vivent en prison. Et ça s'appelle également l'élevage. Les militants de Boucherie Abolition nous disent être fichés S. Mais ils poursuivent leur combat, flirtant toujours avec la légalité. Pour les suivre, rendez-vous nous est donné devant un supermarché de la banlieue toulousaine. Donc là, on attend encore un petit peu. Ça doit avoir lieu à 14h précises. On n'en sait pas beaucoup plus sur l'action qui va être menée. Il s'agit d'une mise en scène rapide, en plein samedi après-midi, au milieu des clients. Bonjour. Devant le rayon boucherie de ce supermarché. Meat is prison! La viande, c'est une vie en prison! Avant d'être évacués. Il n'y aura pas d'arrestation ce jour-là. C'était un geste de résistance animaliste. Deux associations qui surprennent, choquent ou convainquent dans une société en évolution. Aujourd'hui, 66% des Européens disent avoir déjà réduit leur consommation de viande et 13% s'apprêtent à le faire. Et s'il est un animal qui ne peut pas franchement se plaindre d'être maltraité, c'est le chat que vous allez maintenant découvrir. Larry the Cat habite au 10 Downing Street, résidence du Premier ministre britannique. Il y a la fonction très officielle de chasseur de souris. Boris Johnson n'est d'ailleurs pas son premier patron et le pays a très sérieusement fêté aujourd'hui les 10 ans de sa prise de poste. Elena Despaturo. Voici son portrait très officiel. Depuis 10 ans, Larry cohabite au 10 Downing Street avec les premiers ministres britanniques, à moins que ce ne soit l'inverse. Il a même sa biographie officielle sur le site du gouvernement. Larry a su conquérir le cœur des Britanniques et des journalistes. Chaque jour, il reçoit des tonnes de friandises et de caresses. Choisi dans un refuge par David Cameron il y a 10 ans, le voici à son arrivée, avant de prendre son titre officiel, souricier en chef. Mais il se montre peu efficace à la tâche et préfère chasser les pigeons ou prendre la pause. Vous voyez, il réagit au bruit du flash. Il sait très bien quand je le prends en photo. Sa Majesté est aussi un atout politique. S'il s'est montré amical avec Barack Obama, Donald Trump, lui, n'a pas reçu le même accueil. Sur les réseaux sociaux, son compte parodique est suivi par plus de 430 000 abonnés. Et quand on interroge son mystérieux auteur, voici ce qu'il répond. Les politiques ne font que loger chez moi, jusqu'à ce qu'ils soient virés. C'est moi qui dirige les lieux. Humphrey, le chat de Margaret Thatcher, recevait même un salaire de 120 € par an. Larry, lui, travaille gratuitement. Mais son record de longévité pourrait bien faire pâlir quelques hommes politiques. Les chasseurs de souris du Premier ministre, sachez que c'est un poste qui existe depuis les années 20. Allez, revenons en France où une deuxième zone est en vacances depuis hier. Et même si les réservations se font au compte-gouttes et au dernier moment, ceux qui ont eu la chance de partir s'en félicitent. Avec, vous allez le voir, l'impression d'une liberté retrouvée. Florence de Juvigny et Jean-Vincent Molinier. Ils avaient prévu d'observer les aurores boréales en Islande. Plus de vol, ce sera la Petite Camargue, en vélo électrique. S'aérer, coûte que coûte. C'est difficile de trouver de quoi s'évader chez nous avec ce couvre-feu. On a un peu l'impression de faire que travailler. Donc c'est vrai qu'on en a d'autant plus besoin. Faire du sport, s'évader, voir des nouveaux paysages. Ça fait partie des petits plaisirs, enlever le masque. En plein air, il n'y a plus besoin des gestes barrières. On est sur son vélo, on pense plus, quoi. On oublie le quotidien et on profite. Pas de sortie, pas de restaurant. Alors chaque jour, une activité. On espère
comme tous les gens qui sont en activité, de pouvoir travailler correctement pour le 15 février. On met tout en place pour qu'on puisse travailler, nos activités fonctionnent. Et depuis une semaine, les vacanciers franchissent à nouveau les remparts d'Aigues-Mortes. On est très content de voir au contraire du monde. C'est une ville qui revit avec le printemps ici. C'était triste tout ces temps derniers dans les rues et là, ça redonne un peu de baume au cœur. Effervescence aussi dans cet hôtel de 87 chambres. Fermé depuis novembre, il n'a rouvert qu'hier soir pour les vacances. De voir les clients arriver, déjà, ça change tout. D'habitude, je suis à 60% de taux d'occupation sur le mois de février et là, on est à 10%. On est ravis, même 10%. Et Chambre de Sang, lui aussi, semble ravi. Changer d'air et respirer. Enfin. On sort de la maison, on sort de ce côté un peu restreint. C'est vraiment le moment où on avait vraiment besoin, après le travail, de prendre un moment pour nous et prendre l'air frais, quoi. Profiter, encore quelques rayons de soleil et quelques minutes avant le couvre-feu. Et que ce soit pour les vacances ou pour la Saint-Valentin, les hôtels sont particulièrement plébiscités ce week-end. Ceux qui sont restés ouverts proposent une formule qui permet non seulement de dormir, mais aussi de dîner. Programme rêvé de tous les amoureux. David Desarrojo, Alice Bacot et Delphine Sidbon. Les regards sont tendres, le champagne coule à flot. Et si pour la Saint-Valentin, vous profitiez d'une soirée romantique avec votre bien-aimé, comme au restaurant, comme au bon vieux temps. Je me permets de vous accompagner dans votre chambre ? Dans cet hôtel près de Strasbourg, le dîner aux chandelles se tient à l'étage, dans les suites. La table est dressée près du lit, les verres de vin sont de sortie, on a même un petit bouquet pour l'ambiance. Nos tourtereaux sont sous le charme. Comme cette année, c'est un petit peu spécifique quand même. On oublie les petits moments passés à deux, comme ça, c'est quand même un petit peu compliqué, quoi. Donc de pouvoir faire ça, franchement, c'est génial. C'est une belle parenthèse. Bien sûr, en couple, mieux vaut éviter de parler d'argent. Mais faisons une exception. Comptez 300 € la nuit, dîner et petit déjeuner compris. Une offre qui permet aux gérants de maintenir leur activité et de renouer avec les joies du coup de feu. Ça fait beaucoup de bien, on se sent de nouveau utile. Pour attirer à nouveau les clients, le chef a mis les petits plats dans les grands. On aura une entrée à base de foie gras et de chevreuil, avec une petite salade d'éliantis. Après, on aura un petit peu de sole de noirmoutier. Allons-y, on enlève un cœur pour deux. Un peu d'amour en temps de Covid, ça aide, mais cela ne suffit pas à renflouer les caisses. Même dans les plus grands hôtels, comme ce 4 étoiles parisien, où les rendez-vous galants en room service permettent seulement de sauver les meubles. Cette offre en restauration nous permet d'avoir quand même un taux d'occupation de 18-20% et de monter à 50% sur des samedis. Toutefois, normalement, à cette période-là, on devrait être 3 ou 4 fois à ces volumes d'activité. En clair, il reste des chambres disponibles. On vous le dit au cas où vous auriez oublié d'acheter un cadeau. Une soirée romantique, avec vue sur le Sacré-Cœur, ça fait toujours son petit effet. Et si vous avez plutôt prévu de rester à la maison, le bouquet de fleurs est un classique dont le succès ne se dément pas, avec une espèce qui prend un peu sa revanche ces dernières années. Les renoncules, autrefois peu considérés par les fleuristes, font aujourd'hui partie de leur meilleure vente. Anne-Marie Blanchet et Jean-François Drouillet. Rouge, violette, rose, jaune, orange, blanche, les couleurs de l'arc-en-ciel dans une brassée de fleurs. Tout en rondeur, voici les renoncules. Elles vont commencer à remonter, voilà. Kevin Bidot est né avec cette fleur. Son père, son grand-père les sélectionnait avant lui. Ça vient d'Asie. Ça a été ramené pendant les croisades de Saint-Louis. Il les a ramenés en France. Depuis le XIIIe siècle, cette fleur s'est implantée sur le pourtour méditerranéen. Voici les classiques, obtenus avec des graines, et les clones, des variétés conçues et reproduites à l'identique par l'homme. Leur corolle est 2 fois plus grosse. Depuis 3 ans, cet horticulteur a abandonné la tulipe pour se consacrer à cette production locale. Avec un bulbe, vous faites déjà plusieurs tiges. Comparé à une plante, à une tulipe, que vous plantez un bulbe et vous récoltez qu'une fleur. Selon les variétés, ça va de 5 à 9 fleurs, 10 fleurs par bulbe. Ça nécessite beaucoup moins de main-d'œuvre que les tulipes. Et surtout, aucun chauffage des serres. Au marché aux fleurs de Hyères, dans le Var, voilà où arrive sa production et celle de toute la région. Des trains entiers de renoncules vendus aux enchères chaque matin entre novembre et avril. On a de la blanche, il y en a 5 seaux de blanche, 5. La qualité de toutes les fleurs est contrôlée avec soin. Il n'y a là que de la renoncule française.
Deuxième producteur mondial derrière l'Italie, la France exporte en moyenne 30% de cette culture vers la Hollande. On est sur un marché boursier, hein, c'est l'offre et la demande. Là, on est sur la période Saint-Valentin. Donc c'est le rouge qui va être énormément demandé, le rose aussi. Et puis d'ici 15 jours, c'est la fête des grands-mères. Alors là, on est plutôt sur des coloris de jaune ou d'orangé. C'est très évolutif suivant la saison. Pour cette fleuriste, une évolution majeure est en train de s'opérer. Elle avait ce statut-là de fleurette, de petites fleurs. Au fur et à mesure du temps, elle devient une fleur noble, comme la rose, comme la pivoine. Et mise en scène comme une star, à l'image de la rose, ce qui n'est pas sans conséquence. C'est une fleur qui valait pas cher avant, mais maintenant ça devient un produit de luxe. Un renoncule coûte maintenant plus cher qu'une rose pratiquement. 3 € l'unité, davantage parfois. Et pour cause, à sa beauté, à sa délicatesse, s'ajoute une résistance hors du commun. Ça tient très très bien. Il suffit de changer l'eau, de recouper un petit peu les tiges. C'est des fleurs qu'on peut garder une quinzaine de jours. Depuis 5 ans, cette boutique en vend environ 15% de plus chaque année, notamment à la Saint-Valentin. Une fleur romantique devenue symbole de séduction. Elles nous font de l'œil depuis le ciel. Les météorites illuminent les nuits de ceux qui ont la patience de les attendre. Et si elles ont le bon goût de finir leur course sur Terre, une armée de passionnés est prête à sillonner la planète pour mettre la main sur ces rochers qui détiennent peut-être le secret de notre système solaire. Enquête signée Antoine de Pressigou, Philippe Véron et Frédéric Mignard. François nous a donné rendez-vous dans un lieu pour le moins surprenant. Mais faisons fi du décor. Ce qui nous intéresse aujourd'hui se trouve tout en haut du château. Je vais vous montrer quelque chose sur le toit. La voici, l'œil tourné vers le ciel. Donc il regarde en fait 180 degrés. Donc il faut qu'on ait bien tout l'horizon bien dégagé. Donc ici c'est parfait. Des caméras comme celle-ci, il y en a une centaine en France et à la nuit tombée, elles scrutent les grosses étoiles filantes. En voici une, aperçue il y a quelques mois. C'était un bolide très très brillant, hein. C'est le plus brillant qui a été vu ici. Grâce à ses caméras et son ordinateur, ce chasseur de météorites peut déterminer le point d'impact avec la Terre. On voit vraiment qu'elle est passée au zénith d'Andaille et qu'elle a continué son chemin en Espagne, hein, jusqu'ici dans la région de la Rioja. Il y a seulement quelques jours en Belgique, une autre météorite est tombée. Beaucoup de Belges l'ont aperçue. Une des caméras de François a saisi l'instant. Malgré ses calculs, pour le moment, personne n'a réussi à mettre la main dessus. Une météorite est-elle tombée sur la Belgique ce week-end? Ces morceaux de l'espace sont bien plus faciles à trouver lorsqu'ils chutent dans le désert. Le terrain de jeu favori, Voilà, elle est là. Des chasseurs de météorites. Voilà une petite martienne. Voici l'un des plus célèbres. Luc Labenne parcourt le monde à la recherche de ces pierres extraterrestres. Cette météorite, je l'ai trouvée après peut-être 10 minutes d'expédition. Pourquoi ça attire l'œil? C'est que tous les cailloux autour sont de la même couleur, la même tonalité. Et là, on a quand même un caillou qui est plus sombre et qui a en plus de la croûte de fusion noire autour. Ça, c'est vraiment l'indice. Luc parvient à vivre de sa passion. Il y a vraiment une espèce de folie autour des météorites. Et je pense que c'est ça, c'est le fait de pouvoir toucher un objet qui a 4,5 milliards d'années, la plupart du temps, qui vient de très loin, qui a parcouru des centaines de millions de kilomètres. Quand il ne voyage pas, il tient une petite boutique. Les amateurs s'y bousculent pour lui acheter ses trouvailles. C'est 50 kilos, hein. Ah oui, avant de la couper. Comptez quelques dizaines d'euros à plusieurs milliers pour les spécimens les plus rares. Une météorite prend de la valeur en fonction de son origine, sa composition et surtout son histoire. En 1954, en Alabama, Ann Hodges dormait paisiblement quand une météorite traversa le plafond, rebondit sur un meuble avant de la percuter. Officiellement, Ann Hodges est encore aujourd'hui la seule personne touchée par une météorite tombée du ciel. C'est cynique, mais cela confère au caillou une valeur inestimable. En France, dans une salle sécurisée du Muséum d'histoire naturelle, nous possédons l'une des plus importantes collections au monde. Les météorites sont très riches en métal, certaines sont faites de métal pur. Et c'est pour ça qu'on les stocke dans des conditions très particulières, en essayant de minimiser l'humidité à laquelle elles sont exposées. La plupart d'entre elles sont tranchées pour être étudiées. Ce ne sont pas forcément les plus grosses ni les plus belles qui intéressent les scientifiques. Celle-ci, par exemple,
trouvée en 1864 près de Montauban, ne paye pas de mine. Cette météorite reste une des météorites les plus étudiées au monde, en raison de sa richesse en matière organique et aussi en raison du fait qu'elle a une composition chimique très proche de celle du Soleil. De toutes les météorites, c'est celle qui a la composition chimique la plus proche de celle du Soleil. Aujourd'hui, à l'état juste en dessous, c'est un bout de Mars extrêmement rare qui intéresse ces chercheurs. Nous introduisons notre section polie de météorites dans le microscope électronique à balayage. En observant au millième de millimètre, les scientifiques sont capables d'estimer l'âge d'un fragment et d'en apprendre davantage sur la formation de la Terre. Dans ces bouts de cailloux qu'on retrouve, on retrouve vraiment le passé ancien de Mars. On a toutes les raisons de penser que même si les deux planètes sont très différentes maintenant, à l'époque, elles se ressemblaient beaucoup. Et donc on essaye de lire quand même dans Mars le passé de la Terre, au moment où précisément la vie est apparue sur Terre. Selon la NASA, plus de 80 000 météorites de plus de 10 grammes tombent sur Terre chaque année. Aux grandes dames des scientifiques, l'immense majorité d'entre elles ne sont jamais retrouvées. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Sur LCI Canal 26, ne manquez pas ce soir ce documentaire consacré au destin brisé de la princesse Diana. Sur TF1, vous avez évidemment rendez-vous avec Nikos Aliagas et les jurés de The Voice pour une nouvelle session d'audition à l'aveugle. Merci infiniment de votre fidélité. Très belle soirée à vous et à demain dès 13h. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.